Ce n'est cependant pas pour nous livrer à ce genre de réflexion que nous nous trouvions l'autre jour dans les parages de la Méditerranée. Le cinéma étant notre propos, tant pis ou tant mieux, il s'agissait donc de cette routine qui est la nôtre depuis tant d'années et qui consiste à courir, là où on peut en trouver, sur les traces de ces monstres dits sacrés qui sont notre pâture ordinaire. Mais peut-être nous pardonnera-t-on, à la faveur d'un ciel sans dessus-dessous et d'un océan à l'envers, de son habitude d'avoir une seconde rêvé d'autre chose. Cette aimable personne, qui n'a froid ni aux yeux ni ailleurs, nous servira de transition. Elle se nomme Rita Cadillac et est célèbre à des titres divers. Aujourd'hui, c'est en tant que comédienne que nous la retrouvons, choisie par Henri Verneuil pour le film qu'il tourne dans le Palm Beach de Cannes, mis à sa disposition, Mélodie en sous-sol. Mélodie en sous-sol, c'est, d'après une série très noire de John Trinian, dialoguée par Michel Audiard, l'histoire éternelle mais inépuisable du truand sur le retour qui décide, avant de se retirer définitivement, de tenter un dernier coup, celui qui lui assurera la sécurité et surtout la possibilité d'être enfin honnête à sa manière. Quoi de plus exaltant dans ces conditions pour un esprit imaginatif qu'un grand casino au bord de la mer, un jour où toutes les tables font leur office, où les chiffres de la roulette évoquent à perte de vue la merveilleuse mathématique de la richesse conquise sans effort, sinon sans angoisse. Jean Gabin est le héros de cette aventure, échappé aux marches du Grisby. Un Jean Gabin souriant et détendu qui s'est prêté de bonne grâce à nos questions. Jean Gabin, il semble que vous ayez un petit peu changé. Vous voyez qu'il y a quelques kilos de moins. Non. Les cheveux ne sont plus tout à fait les mêmes. Oh bon, oui, parce que j'ai mis un petit peu de truc dessus, un peu de gris, mais enfin, maigrir, non. Je vais pas engraisser, quoi, c'est tout. Pour la première fois, depuis très longtemps, je vous vois maquillé. À quoi est-ce que ça correspond? Une volonté de rajeunissement ou quoi? Non, pas du tout, mais pour le personnage, il vaut mieux que je sois maquillé, puis pour l'opérateur, c'est plus facile pour équilibrer avec Delon, enfin, ou avec les gens avec qui on tourne, pour que les visages soient plus égaux au point de vue, comment dirais-je, éclairage. Si je suis bien renseigné, il n'y a pas que ça qui change en ce moment chez vous. On dit que passer chez d'autres producteurs, que vous avez l'intention de travailler avec d'autres auteurs, ça aussi c'est très important, et peut-être avec d'autres metteurs en scène. Qu'est-ce qui est vrai dans tout cela? Il est exact que je vais changer de producteur, pas travailler éternellement toujours avec le même producteur. Il est exact que je vais changer d'auteur. Il est exact que je vais vraisemblablement changer de metteur en scène. Mais enfin, il n'y a rien de transcendant dans tout ça, quoi. Oui, mais ça a l'air comme ça. En fait, c'est une révolution de palais, parce que je me souviens, lorsque nous avons l'occasion de parler ensemble de votre métier, vous m'avez dit, moi, je ne veux pas d'histoire, je veux vivre tranquille, je veux mon confort, et mon confort, c'est de travailler toujours avec les mêmes gens, avec des gens qui savent exactement les mots qu'il faut mettre dans la bouche, avec des gens avec qui je m'entends. Est-ce que ça a changé tout d'un coup, brusquement, et pourquoi? Non, pas du tout. Il n'y a absolument rien de changé. Vous disiez que j'aimais travailler toujours avec les mêmes personnes et avec les mêmes, si j'ose dire, collaborateurs, mais ça continue. Ce changement, d'ailleurs, est dû à une raison sentimentale. C'est parce que je devais aller dans une maison où on ne voulait pas prendre l'opérateur avec qui je travaille depuis des années, qui en plus est un de mes amis. C'est Louis Page. C'est Louis Page, oui. Pas de raison de ne pas le nommer. Oui, que j'aime beaucoup. Et alors, comme on ne voulait pas le prendre, j'ai préféré ne pas aller dans cette maison et aller dans une autre où, justement, j'aurais Page.
parce que c'est un garçon à qui j'ai une énorme confiance pour la photo et tout, puis c'est un monsieur très bien, Page. Alors je n'admettais pas que on raconte des choses fausses, parce que c'était très faux, ce qu'on racontait sur lui, qu'il était plus long que d'autres, ce qui est complètement faux. Alors j'ai préféré ne pas aller ailleurs, quoi, c'est tout. La séparation, par exemple, avec Michel Audiard, on passe du paléolithique au néolithique. Enfin, ah non, 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 c'est parce que Michel, justement, lui, va continuer à tourner dans cette maison où moi je n'ai pas signé, et qu'il n'est pas libre, mais il n'y a absolument rien entre nous, absolument pas. J'ai l'impression que depuis que le cinéma existe, il y a toujours quelqu'un pour dire, vous savez, l'année prochaine, il n'y aura plus de films, le cinéma, ça devient de plus en plus difficile. En quoi est-ce que ça vous paraît plus difficile maintenant, par exemple, qu'il y a quelques années? Ah, bah ça c'est une chose très nette, d'ailleurs, pour des raisons très simples. Le prix de revient des films est beaucoup plus élevé, parce que tout augmente. Il n'y a pas que les acteurs qui coûtent cher, il y a les décors, il y a les matières premières pour faire les décors, les clous, le bois, la toile, enfin tout augmente. En plus, les taxes sont beaucoup trop excessives pour le cinéma, beaucoup trop excessives. Et il y a un facteur aussi qui joue énormément, c'est la voiture automobile. Parce que maintenant, tous les gens, et ça je les comprends, le vendredi soir pour s'évader de Paris, pour pouvoir respirer, par n'importe quel temps partent le vendredi soir et rentrent le lundi. Alors qu'avant, les recettes par exemple sur les week-ends étaient assez conséquentes, et bien maintenant elles ont beaucoup diminué. Vous tenez un vrai langage de producteur, là. Je ne tiens pas un langage de producteur, mais enfin j'essaye tout de même d'expliquer un peu les raisons des difficultés de cette profession maintenant. Et comment est-ce qu'on peut lutter alors? Ben, je crois que la première des choses, il faudrait que l'État fasse quelque chose. Il faudrait vraiment qu'il diminue les taxes. Parce que nous sommes beaucoup trop taxés, quoi. D'ailleurs, tous les gens de cinéma, les exploitants vous le diront, les distributeurs vous le diront, les producteurs vous le diront, quoi. Il n'y a pas de secret. Est-ce que vous croyez que le cinéma a aussi changé sur un autre plan, sur un plan presque sentimental? Autrefois, on s'attachait beaucoup plus à la magie même d'un film. On allait voir le miracle du cinéma, maintenant on ne va plus le voir. Il en reste quelque chose dans la mesure où des gens aiment encore un acteur. C'est tout ce qui les retient, cette espèce de magie. Mais on a l'impression que c'est bientôt fini. Oh, non, ça je ne pense pas que les gens vont voir spécialement un acteur. Non, ils vont voir un bon film, parce que quand même, il y a encore des bons films qui marchent, mais il faut que ce soit vraiment des bons films. Est-ce que le cinéma... Oui. Non, je pense que il faut essayer de faire des bons films, enfin que ce soit des comédies dramatiques, des comédies légères, ce que vous voudrez, mais il faut que les gens qui payent un fauteuil maintenant en exclusivité, je crois que c'est 700 francs, ce qui paraît très cher, et en fait, comparativement avant la guerre, c'est pas tellement cher. Mais c'est cher quand même. Oui, d'ailleurs, tout à l'heure, vous parliez du cachet des acteurs. Effectivement, si on leur offre beaucoup d'argent, que ce soit à vous ou à un autre, c'est en général pas par philanthropie. C'est parce qu'on se dit... Ah ben, on est une matière négociable. Exactement. Ah oui, une matière négociable. On nous vend comme on vend des automobiles, comme on vend des beaux meubles, comme on vend... Il y en a à tous les prix. Ça vous gêne pas quelquefois de devenir une marchandise? Oui, ça me gêne. Évidemment, ça me gêne. Mais ça me gêne, comment dirais-je, moralement. Ça me gêne moralement. C'est très difficile à expliquer. D'ailleurs, il y a une chose qui aurait été très simple si ça avait pu s'arranger. Il aurait fallu que, mais c'était très difficile à organiser, que les appointements de tous, d'ailleurs, aussi bien des acteurs que des techniciens soient moindres, mais qu'ils soient intéressés dans le film. Ouais. Et on a essayé ce genre de choses. Seulement, malheureusement, on ne touchait pas l'argent. Parce qu'il y avait toujours des tours de passe-passe et on ne touchait pas l'argent. Alors, c'est pour ça que les choses sont revenues à la norme. D'ailleurs, si on vous transforme quelquefois en objet, vous êtes quand même un objet qui n'oublie pas de ruer dans les brancards quand il le faut. C'est pour moi un objet qui est doué de la parole. Oui, bien sûr, c'est pour vous. Pour moi, personnellement, non, je rue dans les brancards. Oui, il m'arrive de ruer dans les brancards, mais enfin, c'est pour essayer que tout soit bien, que le film soit bien, d'essayer de faire quelque chose de propre, de correct, parce que les gens qui viennent payer leur place, tout de même, faut leur en donner pour leur argent.
Et puis, Alors, il y a aussi une chose qui remet les choses en place, c'est que finalement, le métier d'acteur de cinéma, ça marche, le lendemain, ça ne marche plus. Et même lorsque vous venez de signer votre plus beau contrat, vous savez que le lendemain, peut-être, il n'y aura plus rien. oui, oh bah ça, vous savez, c'est un peu comme beaucoup de professions libérales. Je crois que c'est pareil dans le vélo, que c'est pareil dans la boxe. Vous savez, le gars qui a été KO 2 ou 3 fois, il fait moins de recettes. Et s'il bat par KO, il fait des recettes. Il fut un temps, par exemple, où vous avez eu un passage à vide, c'était avant le Grisby, et d'ailleurs, vous avez fait preuve d'une grande dignité à ce moment-là, vous avez cru que c'était terminé, vous avez dit, puisque Oui. les gens veulent plus de moi, bon, au revoir, je reste chez moi, et à cette époque-là, vous n'aviez pas un centime, d'ailleurs, je m'en souviens très bien. Bah Vous avez oui. vu, à ce moment-là, on pouvait vous avoir pour pas cher, d'ailleurs, on a Mais raté on une m'a- bonne affaire, hein, à ce moment. Mais on m'a eu pour pas cher. On m'a eu pour pas cher. Est-ce que vous vous souvenez de cette époque-là, et qu'est-ce que vous en pensez quand vous y réfléchissez? J'ai eu beaucoup de chance. j'ai eu Est-ce que beaucoup vous de en chance. voulez aux gens, par exemple, de vous avoir laissé tomber à un certain moment en vous disant, vous étiez chez vous, vous étiez tout seul avec votre femme, vos enfants, qui étaient très jeunes, personne ne venait plus vous voir, sauf finalement les tocards, hein, ou peut-être quelques amis que vous aviez encore, et vous disiez, dans le fond, moi je pourrais jouer, je pourrais faire ceci, c'était quand même toute votre âme, tout votre métier, toute votre carrière. Oh, ben non, vous savez, il y avait eu la guerre, j'avais eu un trou de 7 ans. Ça arrivait comme ça. Mon Dieu, j'en ai pas fait un drame. À ce moment-là, je pensais que quand même, je pourrais continuer à travailloter quand même si j'avais pas des rôles de premier plan, ou même j'aurais pu aller au théâtre, j'aurais pu faire des tournées. Et d'ailleurs, c'est à cette époque-là que j'ai commencé à acheter de la terre pour pouvoir m'assurer une autre profession. Parce que dites-vous bien, Chalet, que c'est pas un métier que nous avons, c'est une profession provisoire. Je crois qu'il faut s'assurer ses arrières. À propos de votre profession qui n'a pas l'air d'être provisoire, que vous reste-t-il de la déception que vous avez eue dans ces histoires de terre, de fermage, de fermier, je ne sais Oh, pas. ça c'est autre chose, une chose trop sérieuse et je ne voudrais pas la mélanger au cinéma.